Bonjour à vous, je m'appelle Pierre Chalowski, je suis écrivain, homme orchestre et profileur du Froid modifie la trajectoire des poissons et je serai en compagnie de Nathalie pour la prochaine demi-heure de À mot à mot. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en compagnie de Nathalie Turgeon au compte à rendre à la chronique mot à mot. Aujourd'hui, jeudi matin, le 27 février, sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM. On se souviendra que notre dernière rencontre était avec Jean-François Beauchemin pour Quelques pas dans l'éternité. Aujourd'hui, on passe complètement à autre chose, évidemment. En studio avec nous ce matin, le grand maître d'œuvre de cette initiative, alors Marc-André Lavoie, entre autres. Bonjour Marc-André. Bon matin. Ça va bien? Oui, bien, on est dans une nouvelle saison et beaucoup de changements qui s'en viennent. La révolution poétique, entre autres, mais oui. Ça, c'est autre chose. Et puis, est-ce que tu vas nous en glisser quelques mots aujourd'hui? Peut-être, mais j'aime bien laisser plancher à notre invité. Je crois qu'il a beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Oui, attention. Alors, bonjour également à Yvon Jean qui est avec nous et qui prend de la photographie. Chapeau noir est là avec nous, donc voilà. Merci Yvon. Et puis, nous avons aussi de la belle visite, Sonia Bergeron. Très heureuse que tu sois là, Sonia. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial parce que dans les studios de Radio Centre-Ville, on a le plaisir d'accueillir en fait Pierre Chalowski. Je vais prendre le temps de présenter un petit peu qui est Pierre Chalowski. Alors, il faut savoir qu'en 2007, Pierre Chalowski a écrit « Le froid modifie la trajectoire des poissons ». On va s'en reparler, c'est quelque chose de particulier, vous allez voir. Et aussi, en 2012, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Entre les deux, il s'est commis, bien sûr, à plusieurs reprises. Il faut savoir que Pierre Chalowski, c'est le grand gagnant du prix de la relève littéraire 2009 chez Archambault. Pierre Chalowski, qui est-il? Alors, Pierre Chalowski, il faut savoir qu'il a tout un parcours, en fait, d'origine polonaise, mais oui, il nous vient de la France. On va donc entendre l'accent français, bien sûr. C'est un photographe de presse, un journaliste, un graphiste, un directeur artistique, un directeur de création dans la publicité, un concepteur de logiciels éducatifs, producteur de contenu interactif, vice-président d'Ubisoft et aujourd'hui... à une certaine époque, en fait, il a été aussi scénariste. On se souviendra, par exemple, du magnifique film « Ma fille, mon ange ». Il y avait à ce moment-là, d'ailleurs, Karine Vanasse et Michel Côté comme acteur, et c'était excellent, vraiment. On vient de le revoir il n'y a pas si longtemps, là. Alors, Pierre Chalowski n'a jamais cessé d'alimenter sa vie de nouvelles expériences, de toutes sortes. En fait, c'est un perpétuel aventurier. Il développe actuellement toutes sortes de projets de films et une série aussi à la télévision sur... je me souviens plus, mais c'est pas grave. Pierre va nous le dire dans quelques instants. Il faut savoir que Pierre Chalowski, en fait, malgré ses nombreuses activités, tout ce qu'il fait de connexe, et ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il rêve un jour d'être un travailleur manuel. Et oui, il adore travailler le bois. Le métier de menuisier lui tente. Et aussi d'élever, par exemple, pourquoi pas des chiens, pas des chats. Ça, c'est quelque chose quand même. Alors, des chiens. Il a eu un coup de foudre d'ailleurs à un certain moment donné pour un petit basset griffon absolument formidable. Bonjour Pierre Chalowski. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. J'ai une bonne compagnie, bel endroit, belle ambiance, donc je vais très bien. Bon. Dites-nous, tout de go, là, comme ça, vous avez commis déjà 2 romans absolument extraordinaires, entre autres, Le froid modifie la trajectoire des poissons. Je peux vous dire que je l'ai lu d'un couvert à l'autre. Je vous en félicite. Voilà. Et aussi, mais qui a été publié, en fait, en 2007, et aussi, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul, qui est un autre roman d'un autre ton, mais en fait, dans les 2 romans, ce que je remarquais, c'est toujours la recherche du bonheur. Parlez-nous donc du bonheur, vous. En fait, vous savez, lorsqu'on n'a pas étudié la littérature, il y a 2 choses qu'on va faire normalement, c'est écrire avec les moyens qu'on a et parler de ce que l'on connaît ou de ce qui nous habite. Donc, j'ai écrit un livre, je dirais avec mes moyens d'écriture. C'est pas de la
la grande littérature, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de mots de plus de 12 lettres dedans. Hein, ça se lit quand même relativement facilement. Et quant au sujet, de façon très naturelle, je me suis vite proclamé bonheuraturge. Moi, j'aime pas m'ennuyer dans la vie, j'aime pas faire ce qui me plaît pas, j'aime pas être à un endroit où j'ai pas envie d'être. Donc, je vais toujours tenter d'aller vers ce qui me rend heureux, ce qui me plaît. Donc, je pense, lorsque j'ai écrit cette histoire du froid modifie la trajectoire des poissons, rapidement, j'en suis venu à ce que moi, j'aime dans la vie. Donc, j'aime que ce soit quand même intelligent, j'aime que ce soit sincère, j'aime qu'il y ait des sentiments qui peuvent être ceux de la peur, ceux du désir de l'amour, ceux de vouloir être qui on a envie d'être. Mais de façon générale, j'aime bien quand ça se finit plutôt bien, quoi. Je préfère laisser les gens à l'issue d'un livre avec un sourire qu'avec une larme. Dans la trajectoire, dans Le froid modifie la trajectoire des poissons, on se retrouve en pleine tempête du verglas, en fait. Mais c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui... Vous êtes arrivé en 1997 avec votre famille, votre femme, vos enfants, tout ça, puis vous arrivez en plein Outremont et tout, et c'est la tempête. Pourquoi? La tempête à Outremont, ça fait un peu drôle. Mais bon. Voilà. Pourtant, on l'a bien vécu. En fait, Outremont, parce que tout simplement, il y avait le Stanislas. Ouais. Qu'au départ, moi, j'avais prévu promis à ma femme qu'on resterait 1 an ou 2, même si j'espérais rester tout le temps au Québec. Et donc, elle est venue. Quand elle a quitté son emploi en France, sur son bureau, elle a laissé ses stylos, ses affaires. Elle avait bien prévu de revenir 10 mois plus tard. On a passé les 3 premiers mois qui n'ont pas été des mois formidables pour elle parce qu'elle ne pouvait pas travailler encore. Moi, à Ubisoft, c'était bien parce qu'on ouvrait Ubisoft. Donc, vous savez, on recevait 300 CV par jour. Tout le monde me trouvait formidable. On recrutait des gens. Bon, c'était une période d'euphorie totale, de joie et d'euphorie surtout. Et il y a eu ce 4 janvier 98 où effectivement le ciel nous est tombé sur la tête. Et ça a été la panique. Mon fils avait 11 mois, 12 mois, il fallait chauffer les biberons, il avait froid, on n'est pas habitué là quand même. Nous, le froid, là, c'est pas notre matière, c'est pas là où on a grandi. Mais ce qui s'est produit, c'est que rapidement, au fil des jours, j'ai vu mes voisins en pyjama, en robe de chambre parce qu'ils m'ont hébergé. Ce qui fait qu'à l'issue du verglas, je connaissais toute la rue. Toute la ruelle, on était tous amis, on s'était vus, on s'était parlé, donc... Au bout de 10 jours de verglas, on avait plus d'amis au Québec qu'on en avait en France, dans notre quartier. Donc, rapidement, ça nous a remplacé la famille. Nos enfants se sont fait d'autres amis. Cette petite ruelle de la rue Rockland est devenue notre quartier, quoi, notre famille. Et après ça, on a décidé de ne pas partir. Enfin, ma femme a accepté de rester ici, puis c'était il y a 18 ans, donc c'est relativement solide là. Donc, un peu comme si vous aviez adopté le Québec d'une certaine façon. C'est pas l'inverse, c'est pas le Québec qui vous a adopté, là. J'ai dit, c'est les Québécois, en fait. C'est vraiment... vous savez, c'est dans les moments de crise et quand les choses sont difficiles qu'on découvre la vraie nature de l'être humain. Et donc, évidemment, on a tous nos souvenirs du verglas. Enfin, tous ceux qui l'ont vécu ont leurs souvenirs, leur histoire d'amour, leur anecdote, leur drame. On a tous un souvenir du verglas ou quelques souvenirs. Donc, dans mon cas, c'était à peu près la même chose. C'est que, pour moi, le verglas, c'est égoïste, mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée parce que sans verglas, je serais certainement retourné en France. Donc, c'est pour moi un cadeau du ciel. Mais c'est vraiment un cadeau du ciel parce que ça nous permet, en fait, de vous rencontrer. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment, là, j'ai déjà été bien reçu, mais comme ça, rarement. Voilà. Mais d'ailleurs, dans le froid modifie la trajectoire des poissons, il y a toutes sortes de... Il faut aller voir sur Internet en passant. Il y a toutes sortes de citations de Pierre Chalosky. Et il y en a une, entre autres. L'amour, c'est comme un taxi. S'il ne s'arrête pas et qu'on lui court après, c'est qu'il est déjà pris. Pour l'attraper, il faut simplement savoir l'attendre au bon endroit. Expliquez-nous ça, parce que ça parle du bonheur d'une certaine façon. Là, ça parle de l'amour. Dans la vie, le succès des poissons, je vais me permettre de citer le succès des poissons. Pourquoi ce livre québécois, écrit par quelqu'un qu'on n'avait jamais écrit, a été traduit donc, dans beaucoup de langues. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était rendu à 28 ou 29 versions dans le monde. C'est que ça parle de choses simples. Ça parle de la quête du bonheur. Et le bonheur, c'est l'amour, vouloir être soi,
vouloir être accepté. C'est pas, le bonheur, c'est pas d'avoir un condo à Villemont-Royal, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est simplement une relation qu'on a avec soi. Et tous les personnages de ce roman ont tous une quête de bonheur qui est relativement simple. La phrase que vous avez citée, en fait, est attribuée à Julie. Oui. Julie, qui est, bon, je sais que c'est un peu un stéréotype québécois, mais à l'époque, je l'ignorais, qui est la danseuse en mal d'amour, mais qui, pour moi, était les apparences. C'est-à-dire, c'était pas l'histoire de la danseuse, c'était je fais tout pour être belle, et après, je me plains qu'on ne regarde que mon cul, mais au fond, je montre pas ce que je devrais faire voir. Donc, c'est finalement la rencontre de Boris, qui, lui, ne la regarde pas. Hein, elle est habituée à ce qu'on la regarde, et lui, même s'il la voit nue dans la baignoire, il la regarde pas, il fait pas attention. Donc évidemment, elle est un peu perdue parce que elle est habituée qu'à jouer de sa beauté, donc elle comprend pas que cet homme-là ne la regarde pas. Et en plus, il est loin d'être amoureux d'elle. Et donc, elle est dans cette quête d'amour pur qu'elle va. Ça se finit bien, rassurez-vous, il n'y a pas de mort dans le livre. Donc, elle va finir par le rencontrer. Mais c'est le. Vous savez, je vois souvent quand je rencontre des lecteurs, je leur demande toujours quel personnage t'as préféré. Et en fonction du personnage qu'ils vont me désigner, je sais exactement, en général, à peu près après quoi eux courent dans la vie. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes un profileur d'une certaine façon, parce que quand on lit Le froid modifie la trajectoire des poissons, c'est impossible de faire autrement que de s'identifier, en fait, à un personnage. Je pense que, oui, c'est assez présent. Je suis allé dans des conférences, des écoles, etc. Lorsque je vois les enfants, les élèves, ils me posent des questions, mais souvent, c'est autour d'un personnage. Oui. Bon, je vois où ils en sont. Alors, il y a les personnages faciles. C'est sûr que si c'est Michel et Simon, ce couple, enfin, ces deux frères qui vont profiter du verglas pour faire leur coming out de quartier, c'est sûr que c'est plus facile à identifier. Mais par exemple, eux ne portent pas que la thématique de l'homosexualité. Non. Eux, ils portent la thématique de l'acceptation et de l'auto-acceptation. Si tu veux qu'on t'accepte, commence par t'accepter toi. Donc, c'est jamais très très compliqué ce que portent les personnages, mais c'est toujours des évidences de bien-être. C'est un peu comme si quelque part le message que vous envoyez au lecteur, c'est de dire vous êtes responsable de votre propre bonheur finalement. C'est un peu ça. Mais dans la vie, il n'y a pas que le bonheur non plus. C'est de bien regarder. C'est-à-dire que je pense qu'une des grandes causes du malheur, c'est que simplement on ne regarde pas où il faut regarder. C'est juste une mauvaise identification des choses. Et pour moi, le bonheur n'est qu'une ficelle qui se tend entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'on vit réellement. Donc, si là-dedans on se ment un peu, c'est évident qu'on ne sera pas heureux. Hein, c'est une capacité à se dire à soi les vraies choses. À soi-même, tout seul devant la glace. Je ne dis pas de l'écrire sur Facebook, je dis juste dans son intimité par rapport à soi, de se dire est-ce que je fais des choses bien là ? Et de garder un œil objectif sur soi finalement. De ne pas se mentir. C'est parce qu'objectif, c'est compliqué ça. C'est simplement de tenter d'être dans une sorte de pureté par rapport à soi et ses envies. Et je pense que c'est à peu près... moi, si je suis pas bien, je vais vite le sentir. C'est vraiment quelque chose qui va... Ça me plaît pas, j'ai pas envie de le faire... je vais pas me forcer beaucoup. Si je me force, je vais vite être malheureux de le faire. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez la fuite ? Non, je vais ailleurs. Je fuis pas, je vais ailleurs. Par exemple, j'écris. Bon, c'est clair, maintenant, je suis un écrivain en retard. Si je te dis mais à quelques années près, c'est pas précis. Bon, c'est clair que je suis comme ça. Parce que, au fond, je me suis rendu compte que fallait que j'ai envie d'écrire. Fallait que je sache que j'allais écrire. Et pourtant, c'est pas payant d'être en retard. Hein. C'est vraiment pas payant. Et je suis écrivain, quoi. Donc, faut pas rêver, là. Donc, c'est sûr que... Mais le bonheur, pour moi, c'est de me lever, d'avoir envie d'écrire ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui, quoi. Donc, si j'ai pas envie d'écrire, je vais pas écrire beaucoup. Mais vous avez votre routine, vous avez un processus, vous avez une façon de faire. Vous disiez, des petites choses simples et tout, mais c'est quoi votre routine à vous? La routine en écriture? Oui, en écriture, oui. Oh. Votre processus à vous, quel est-il? Le processus, en fait, moi, j'aime pas écrire. Ah bon, ça va bien. Donc, non, mais je trouve que l'acte d'écrire en soi... Non, mais t'es assis, t'es devant un ordinateur, t'alignes les mots, des fois t'as une faute qui se place. Écrire en soi, je trouve pas ça plaisant. Ce qui est intéressant, c'est de penser à ce qu'on va écrire.
C'est ça qui est intéressant, d'avoir un début, un milieu, une fin, un propos, est-ce que je tiens un sujet, ça c'est plaisant. Mais ça peut se faire n'importe où. Moi j'ai 2 chiennes, quand je promène mes chiennes, souvent je me dis, ah tiens, c'est ça que je vais faire. Oui, entre autres Molly, qui est absolument... Il y a des fans de Lily aussi. Hein. Oui, d'accord. Vous ne vous emballez pas à n'en désigner qu'une. Mais voilà, donc en fait, mais l'acte d'écrire fondamentalement, s'asseoir et dire je vais écrire, c'est pas facile. Okay, donc ça vous demande une réflexion, oui, un espace bien à vous, un rituel. Ouais, mais en ce moment, je suis pas dans ma période la plus réussie donc pour écrire, donc je veux pas donner trop de conseils, mais c'est clair que ça prend un espace où on n'est pas agressé, où on est bien, ou alors au contraire, si on est agressé, on va se protéger du monde, de l'environnement, donc on va se concentrer. Le problème, c'est que c'est dur d'écrire quand les gens vous attendent et pensent que ce que vous allez faire va être bon. En fait, c'est ça qui est difficile. C'est que quand c'est ton premier roman, personne t'a lu, donc de toute façon, tu sais, c'est contre toi, tu vas essayer de plaire à tes amis, t'imagines pas ce qui va se passer, hein, parce que maintenant t'écris, on te dit ça va être bon, hein, t'inquiète pas, je suis pas inquiet, etc. Donc évidemment, ils t'inquiètent comme c'est pas permis. Le deuxième a été plus difficile dans ce sens-là. C'était épouvantable. Ah oui. Oui, le deuxième a été... parce que moi j'ai d'abord voulu profiter du premier. Tu sais, on m'invitait partout, j'ai voyagé quand même dans beaucoup de pays, t'es reçu, ils sont contents de te voir, tu viens de loin, tu vas leur raconter des histoires exotiques de verglas. En plus, j'ai aussi beaucoup raconté l'histoire du Québec. C'est intéressant, c'est comme j'avais fait le spectacle multimédia avec Moment Factory au musée Pointe-à-Calière. J'ai donc de fait dû apprendre l'histoire du Québec et de Montréal, mais si tu as l'histoire de Montréal, tu as celle du Québec et vice-versa. Ce qui fait que toutes mes conférences à l'étranger, je les commence toujours par, dépendamment du pays où je suis, là, par un tableau où je dessine l'Amérique du Nord. Ah oui. Je situe le Québec, et puis de façon assez rapide, j'en raconte l'histoire. Donc, je crois que j'ai perdu la question. Mais en fait, le deuxième roman a été plus difficile à fondre. Oui, donc en fait, c'est ça. Donc, pardon. C'est qu'évidemment, j'ai été invité partout, c'est super agréable. Et le deuxième, il y a la peur du deuxième, hein, parce que ça peut pas être aussi bien que le premier, normalement, enfin, dans la plupart des cas. Mais j'ai eu la chance que ça m'arrive pour le premier. Donc, de toute façon, je suis comme plus vraiment affecté par ça. Puis le deuxième, il a été traduit en France, en Allemagne, il va sortir en poche, il va sortir en France Loisirs. Il a une carrière qui est très appréciable. Mais c'est sûr que par rapport à la douzaine de pays du premier, c'est moins, mais c'est pas fini. Et puis je l'ai eu, quoi. Tu sais, je veux dire, donc c'est ça aussi qui est démotivant. Est-ce que ça vaut le coup de réécrire encore ? Question que je me pose souvent. En même temps, vous avez, pour votre premier livre, vous avez été le grand gagnant de chez Archambault pour le prix de la relève. C'est quand même pas rien. Ah, mais rien n'est rien. Je veux dire, tout est rien. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tout ça, tu l'as eu. Donc la question que tu te poses, c'est est-ce que ça vaut le coup que je cours après pour avoir la même chose ? Vous n'aimez pas la routine, vous. Vous n'aimez pas, le quotidien, refaire toujours les mêmes choses. Mon agent était persuadé que je réécrirais plus de livres. Ah oui? Ah oui, quand j'ai écrit le second, il n'en revenait pas parce que pour lui, dans sa tête, c'était clair, j'allais plus en réécrire. Ouais. Mais là, je vais vous prendre un petit peu au piège. Je vais me permettre ça parce que oui, vous avez écrit un autre livre, on va y revenir. Mais vous vous êtes commis également. Vous vous êtes commis dans un livre avec un chef cuisinier. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement en des mets et des mots là, avec Apollon? En fait, c'est une rencontre chez mon agent. On a le même agent et on a discuté. De là est venue l'idée de faire ce livre des mets et des mots. Et ça a été une belle aventure parce que je dis toujours qu'un cuisinier de ce niveau-là, c'est insensé de le voir cuisiner. Ouais. Je veux dire, je suis déjà allé chez lui. Finalement, on est 5. Il sort un poulet, il met du bois dans un vieux, parce qu'il n'a pas un barbecue comme on a, il a vraiment le vieux truc rouillé qui fait fumer. Ouais. Il te fait un poulet fumé comme nous, je sais pas, on tire la sloche des toilettes. Il remet des herbes dedans, c'est délicieux. Ces gens-là évoluent à un niveau,
C'est fascinant le niveau auquel c'est vraiment très très pensé, songé. C'est pas des amateurs du tout, quoi. Mais pourquoi vous êtes intéressé à ce projet-là? Je veux C'était bien drôle. votre agent et tout ça, mais... C'était drôle. C'était un projet drôle. Drôle, Comme là, j'en fais un autre drôle, je dirais amusant, qui me plaît. J'en fais un autre autour de mes chiens bientôt. Oui. Donc ça m'amuse de parler de mes chiennes qui sont autour de moi. Ça, c'est amusant. Oui, mais je veux revenir quand même à ce livre-là, là, à ce que vous vous êtes commis là-dedans, parce qu'on dit quelque part, d'aimer des mots avec le chef Giovanni Apollo, il a dû se plier, en fait, le chef a dû se plier à la danse littéraire que lui a imposé l'auteur Pierre Chalosky. Qu'est-ce qu'on veut dire? Vous imposez des choses, vous? Oh, oui. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on a... il fallait que les mets, les recettes soient dans le fil de l'histoire. Ah bon? Donc c'est une histoire, un roman, c'est une histoire d'amour d'un grand menteur qui va aller jusqu'à raconter qu'il cuisine, etc. Enfin bon, c'est assez facile comme histoire, mais assez drôle, je crois. Et donc il fallait qu'on trouve des situations pour que Giovanni puisse faire une recette, mais que ce soit pas des recettes lambda, toujours les mêmes. Donc par exemple, comme il y a des travaux, une maison en travaux, on a photographié le poulet sur une porte d'étagère, les desserts sont sur des spatules, on a complètement... on a fait des plats relativement osés sur de la glace, sur des surfaces glacées, c'est pas des prosciutto, des carpaccio, sur de la glace, vu que c'est une piste de hockey en fait. Piste de hockey. Donc, en fait, dans cette idée-là, quelque part, vous êtes un homme, vous nous apparaissez en fait comme étant un homme très ludique. Vous avez besoin de vous amuser un peu comme un gamin, puis bon, pas de routine, on s'amuse, c'est le plaisir, le bonheur. Parlant de hockey, alors, La lumière au bout du tunnel, justement, le deuxième livre qui a été publié en 2012, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Qui est un magnifique roman. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça. Vraiment, ça a été vraiment formidable. Beaucoup autour de la paternité et tout ça, mais dans un ton très, très ludique. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. En fait, tout est venu d'une situation que j'aimais beaucoup. Une expression qui m'a tout de suite interpellé quand je suis venu au Québec, c'est échanger contre des considérations futures. C'est quelque chose je trouvais ça vraiment intéressant. Et il y avait aussi le fait que un joueur de hockey, du jour au lendemain, il peut être en train de mettre la table, il enlève son pantalon pour aller à la toilette, le téléphone sonne, go, tu pars à Phoenix. Tu n'es plus là. Donc il y avait cette situation qui me plaisait. Et là-dessus, un ami m'a raconté les frasques des années 80 de Svoboda, Corson et Chelios, qui ont mis à feu et à joie et à alcool la ville. Et j'aimais bien ce genre de personnage à qui on permettait tout, parce que c'était quand même des joueurs du Canadien. Donc dans l'ordre ici, c'était Dieu et joueurs du Canadien. Et puis après, t'as directeur, président, tous les grades. Et donc c'était ça, cette idée de cet homme, ce joueur qui revient à 35 ans en fin de carrière et qui va se demander qui est célibataire, qui collectionne les divorces, les pensions alimentaires, et qui, dans cet hôtel, la nuit de Noël, va se demander s'il n'est pas finalement père, déjà. La paternité, ça vous concernait? Ça vous touche particulièrement? En fait, on en revient à ce qu'on écrit sans conscience. C'est certain que je vais toujours m'attacher à des histoires de famille. Ça va rester l'enfance, c'est pas voulu, mais ça revient toujours à ça. Là, j'ai écrit un roman pour VLB, un collectif qui suivra l'Orphéon. Là encore, on revient à cet homme qui veut être un père. Voilà, c'est l'homme qui va être un père ou le fils, d'une certaine façon, qui a connu ses histoires à lui, ses histoires de famille, qui cherche à s'identifier d'une certaine façon, non? C'est un peu profond comme analyse. Ça, je peux pas vous le dire de façon formelle. Simplement que c'est toujours dans un questionnement sur cette relation. Mes mères sont toujours silencieuses. Alors que ma mère était verbomotrice. Mais quand je dessine une famille, dans Ma fille, mon ange aussi, c'était pareil. Le père est un peu verbomoteur, la mère, elle dit rien. Mais la mère, c'est tout. C'est-à-dire que c'est toujours le même pattern, c'est le père qui fait des gestes un peu partout, mais la mère, elle tient le fort, elle dit rien, mais c'est elle qui
qui tient tout. C'est comme ça que... Ouais. Dans votre rôle de père, est-ce que ça a une influence dans votre écriture, le fait d'être père? Bah oui. Vous me dites que vous aviez 2 garçons. La première influence, c'est que pour des ados, ils ont l'impression que tu fais rien. Avant, quand j'étais vice-président d'Ubisoft, c'était hot. Oui. Je revenais, j'avais les dernières consoles 6 mois avant tout le monde, j'avais tous les jeux de la Terre, donc voilà. le sous-sol était une salle des fêtes permanente. Et quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui est toujours à l'ordi. Donc rapidement, pour les gens, c'est quelqu'un qui fait rien. Donc là, les fils, quand ils ont commencé à voir les livres partout, là, ça a pris un peu ça s'est concrétisé, mais c'est sûr que c'est pas un métier qui est très valorisant face aux enfants. C'est pas très glamour pour eux. Non. Non, voilà. Non. Et je veux revenir à ça parce que tantôt, on a touché un mot. Vous avez quand même un souci de pédagogie. J'étais pour dire oui, de pédagogie. Vous avez été d'ailleurs parrain de certains événements, entre autres d'un événement dans la région de Sherbrooke où vous avez soutenu en fait un concours du nouvel auteur, Lettre à un jeune écrivain. Je vais mettre ça sur Facebook là, ce soir ou dans Mot à Mot. Où, en fait, vous vous adressez aux nouveaux écrivains, aux jeunes écrivains. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous auriez à dire aux nouveaux écrivains, aux jeunes? Ce que j'aurais à dire, c'est l'avantage d'écrire, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de grand-chose. Hein. Je veux dire, je pense que tout le monde, à peu près, aujourd'hui, possède ou a accès à un ordinateur. Donc, c'est vraiment de le faire, de l'essayer, de se lancer, etc., de faire les choses étape après étape. De se dire, je ne connais pas d'éditeur, si tu n'as pas de texte, ça ne sert à rien. Quand on commence un texte, pensez tout de suite au chapitre de fin. Ouais. Moi, je lis tellement de textes où il n'y a juste pas la fin, où il y a pas, ça vient pas. Donc, je dirais presque premier chapitre, la fin, puis après vous finirez par écrire le milieu. De faire les choses étape par étape, et puis toujours d'y croire, quoi. Je veux dire, on en revient. Si toi t'y crois pas, personne n'y croira. Alors, qu'est-ce qui vous stimule, vous? Qu'est-ce qui vous excite ou vous stimule comme dans les auteurs, dans les nouveaux auteurs, dans ceux qui sont là présentement? Qu'est-ce que vous lisez, là? Moi, mon père était compositeur de musique. Quand on allait à Pleyel voir un concert, on arrivait en retard. Oui. Quand il était joué, il ouvrait le journal, si c'était pas lui. Il était joué, il pliait le journal. Il était exécuté, on repartait. Donc, je suis pas quelqu'un qui lit énormément mes confrères. Je les ai aux toilettes. J'ai une bibliothèque de toilettes dans laquelle je les feuillette. Je prends des petits morceaux, leur style, ce qu'ils font. Oui. Mais je suis pas déjà quelqu'un qui lit tant que ça. Je suis un écrivain fondamental. J'ai pas besoin de références, d'avoir 1000 références pour faire les choses. Et quand j'écris, je suis pas capable de lire parce que je suis complètement pris dans mon affaire. Donc, je suis pas un confrère très... Mais par contre, je suis très gentil parce que moi, on me dit je t'ai pas lu, j'en veux pas. Je suis très gentil pour ça. J'ai pas de. Au début, tu l'as le premier mois de ton roman, tu veux que tout le monde l'ait lu demain. Ouais. Puis après, tu comprends que ça arrivera pas. Donc, je suis assez très clément pour ceux qui m'ont pas lu. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors, cette année 2014 est très chargée parce que en fait, j'ai 2 collectifs de nouvelles, un avec Québec Amérique au mois d'avril, un autre avec les éditions de la Bagnole. C'est un très très bon éditeur. Pour la jeunesse au mois de septembre, un roman, le collectif avec l'Orphéon en septembre également, et un autre livre sur mes chiennes en novembre. Donc c'est une année qui sera assez chargée. Oui. Alors avoir attendu de 2007 à 2012 pour produire votre deuxième livre, et puis que là tout d'un coup il y en aura 4. C'est ça qu'on. Oui, j'avais. En fait, je ferais une autre émission, mais je voulais avoir une présence plus forte au Québec et donc de participer, à m'identifier plus comme un écrivain québécois. Voilà. Comme un écrivain québécois. Alors, ça voudra dire que vous allez revenir à notre table, bien sûr. Oui, effectivement. Alors, juste peut-être souligner que Pierre Chaloski, vous allez retrouver toutes ces références sur le site de Mot à Mot. Alors, voilà. Merci. Au revoir.
Pierre Chalowski, je suis écrivain, homme orchestre et profileur du Froid modifie la trajectoire des poissons. Et je serai en compagnie de Nathalie pour la prochaine demi-heure de À mot à mot. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en compagnie de Nathalie Turgeon au compte à rendre à la chronique Mot à mot. Aujourd'hui, jeudi matin, le 27 février, sur les ondes de Radio Centre-Ville, au 102,3 FM. On se souviendra que notre dernière rencontre était avec Jean-François Beauchemin pour Quelques pas dans l'éternité. Aujourd'hui, on passe complètement à autre chose, évidemment. En studio avec nous ce matin, le grand maître d'œuvre de cette initiative, alors Marc-André Lavoie, entre autres. Bonjour Marc-André. Bon matin. Ça va bien? Oui, on est dans une nouvelle saison et beaucoup de changements qui s'en viennent. La révolution politique, entre autres, mais Oui. ça, c'est autre chose. Et puis, est-ce que tu vas nous en glisser quelques mots aujourd'hui? Peut-être. Peut-être. Mais j'aime bien laisser plancher à notre invité. Je crois qu'il a beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Oui, attention. Alors, bonjour également à Yvon Jean qui est avec nous et qui prend de la photographie. Chapeau Noir est là avec nous, donc voilà. Merci Yvon. Et puis, nous avons aussi de la belle visite, Sonia Bergeron. Très heureuse que tu sois là, Sonia. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial parce que dans les studios de Radio Centre-Ville, on a le plaisir d'accueillir en fait Pierre Chalowski. Je prends le temps de présenter un petit peu qui est Pierre Chalowski. Alors, il faut savoir qu'en 2007, Pierre Chalowski a écrit « Le froid modifie la trajectoire des poissons ». On va s'en reparler, c'est quelque chose de particulier, vous allez voir. Et aussi, en 2012, « Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul ?» Entre les deux, il s'est commis, bien sûr, à plusieurs reprises. Il faut savoir que Pierre Chalowski, c'est le grand gagnant du prix de la relève littéraire 2009 chez Archambault. Pierre Chalowski, qui est-il? Alors, Pierre Chalowski, il faut savoir qu'il a tout un parcours. En fait, d'origine polonaise, mais oui, il nous vient de la France. On va donc entendre l'accent français, bien sûr. C'est un photographe de presse, un journaliste, un graphiste, un directeur artistique, un directeur de création dans la publicité, un concepteur de logiciels éducatifs, producteur de contenu interactif, vice-président d'Ubisoft. Et aujourd'hui, à une certaine époque, en fait, il a été aussi scénariste. On se souviendra, par exemple, du magnifique film « Ma fille, mon ange ». Il y avait à ce moment-là, d'ailleurs, Karine Vanasse et Michel Côté comme acteur, et c'était excellent, vraiment. On vient de le revoir il n'y a pas si longtemps. Là. Alors, Pierre Chalowski n'a jamais cessé d'alimenter sa vie de nouvelles expériences, de toutes sortes. En fait, c'est un perpétuel aventurier. Il développe actuellement toutes sortes de projets de films et une série aussi à la télévision je me souviens plus, mais c'est pas grave. Pierre va nous le dire dans quelques instants. Il faut savoir que Pierre Chalowski, en fait, malgré ses nombreuses activités, tout ce qu'il fait de connexe, et ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il rêve un jour d'être un travailleur manuel. Et oui, il adore travailler le bois. Le métier de menuisier lui tente. Et aussi d'élever, par exemple, pourquoi pas des chiens, pas des chats. Ça, c'est quelque chose quand même. Alors, des chiens. Il a eu un coup de foudre d'ailleurs à un certain moment donné pour un petit basset griffon absolument formidable. Bonjour Pierre Chalowski. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. J'ai une bonne compagnie, bel endroit, belle ambiance, donc je vais très bien. Bon. Dites-nous, tout de beau, là, comme ça, vous avez commis déjà 2 romans absolument extraordinaires, entre autres, Le froid modifie la trajectoire des poissons. Je peux vous dire que je l'ai lu d'un couvert à l'autre. Je vous en félicite. Voilà. Et aussi, Mais qu'est-ce que qui a été publié, en fait, en 2007. Et aussi, Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul, qui est un autre roman d'un autre ton, mais en fait, dans les 2 romans, ce que je remarquais, c'est toujours la recherche du bonheur. Parlez-nous donc du bonheur, vous. En fait, vous savez, lorsqu'on n'a pas étudié la littérature, il y a 2 choses qu'on va faire normalement, c'est écrire avec les moyens qu'on a et parler de ce que l'on connaît ou de ce qui nous habite. Donc, j'ai écrit un livre, je dirais avec mes moyens d'écriture. C'est pas de la grande littérature, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de mots de plus de 12 lettres dedans. Hein, ça se lit quand même relativement facilement. Et quant au sujet, de façon très naturelle, je me suis vite proclamé bonheurature. Moi, j'aime pas m'ennuyer dans la vie, j'aime pas faire ce qui me plaît pas.
j'aime pas être à un endroit où j'ai pas envie d'être. Donc je vais toujours tenter d'aller vers ce qui me rend heureux, ce qui me plaît. Donc je pense que lorsque j'ai écrit cette histoire du froid modifie la trajectoire des poissons, rapidement j'en suis venu à ce que moi j'aime dans la vie. Donc j'aime que ce soit quand même intelligent, j'aime que ce soit sincère, j'aime qu'il y ait des sentiments qui peuvent être ceux de la peur, ceux du désir de l'amour, ceux de vouloir être qui on a envie d'être. Mais de façon générale, j'aime bien quand ça se finit plutôt bien, quoi. Je préfère laisser les gens à l'issue d'un livre avec un sourire qu'avec une larme. Dans la trajectoire, dans Le froid modifie la trajectoire des poissons, on se retrouve en pleine tempête du verglas, en fait. Mais c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui... Vous êtes arrivé en 1997 avec votre famille, votre femme, vos enfants, tout ça, puis vous arrivez en plein Outremont et tout, et c'est la tempête. Pourquoi? La tempête à Outremont, ça fait un peu drôle. Mais... Ben voilà. Pourtant, on l'a bien vécu. En fait, Outremont, parce que tout simplement, il y avait le Stanislas. Oui. Qu'au départ, moi, j'avais promis à ma femme qu'on resterait 1 an ou 2, même si j'espérais rester tout le temps au Québec. Et donc elle est venue, quand elle a quitté son emploi en France, sur son bureau, elle a laissé ses stylos, ses affaires, elle avait bien prévu de revenir 10 mois plus tard. On a passé les 3 premiers mois qui n'ont pas été des mois formidables pour elle parce qu'elle ne pouvait pas travailler encore. Moi, Ubisoft, c'était bien parce qu'on ouvrait Ubisoft, donc vous savez, on recevait 300 CV par jour, tout le monde me trouvait formidable, on recrutait des gens, bon, c'était une période d'euphorie totale, de joie et d'euphorie surtout. Et il y a eu ce 4 janvier 98, où effectivement le ciel nous est tombé sur la tête, et ça a été la panique. Mon fils avait 11 mois, 12 mois, il fallait chauffer les biberons, il avait froid, on n'est pas habitué là quand même. Nous, le froid, c'est pas notre matière, c'est pas là où on a grandi. Mais ce qui s'est produit, c'est que rapidement, au fil des jours, j'ai vu mes voisins en pyjama, en robe de chambre parce qu'ils m'ont hébergé. Ce qui fait qu'à l'issue du verglas, je connaissais toute la rue. Toute la ruelle, on était tous amis, on s'était vus, on s'était parlé, donc... Au bout de 10 jours de verglas, on avait plus d'amis au Québec qu'on en avait en France, dans notre quartier. Donc, rapidement, ça nous a remplacé la famille. Nos enfants se sont fait d'autres amis. Cette petite ruelle de la rue Rockland est devenue notre quartier, quoi, notre famille. Et après ça, on a décidé de ne pas partir. Enfin, ma femme a accepté de rester ici, puis c'était il y a 18 ans, donc c'est relativement solide là. Donc, un peu comme si vous aviez adopté le Québec d'une certaine façon. C'est pas l'inverse, c'est pas le Québec qui vous a adopté, là. C'est les Québécois, en fait. C'est vraiment... vous savez, c'est dans les moments de crise et quand les choses sont difficiles qu'on découvre la vraie nature de l'être humain. Et donc, évidemment, on a tous nos souvenirs du verglas. Tous ceux qui l'ont vécu ont leurs souvenirs, leur histoire d'amour, leur anecdote, leur drame. On a tous un souvenir du verglas ou quelques souvenirs. Donc dans mon cas, c'était à peu près la même chose. C'est que pour moi, le verglas, c'est égoïste, mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée parce que sans verglas, je serais certainement retourné en France. Donc c'est pour moi un cadeau du ciel. Ben, c'est vraiment un cadeau du ciel parce que ça nous permet en fait de vous rencontrer. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment là, j'ai déjà été bien reçu, mais comme ça. Ben, voilà. Ben, d'ailleurs, dans le froid modifie la trajectoire des poissons, il y a toutes sortes de... Il faut aller voir sur Internet en passant. Il y a toutes sortes de citations de Pierre Chalosky. Et il y en a une, entre autres. L'amour, c'est comme un taxi. S'il ne s'arrête pas et qu'on lui court après, c'est qu'il est déjà pris. Pour l'attraper, il faut simplement savoir l'attendre au bon endroit. Expliquez-nous ça, parce que ça parle du bonheur d'une certaine façon. Là, ça parle de l'amour, de l'accès. Dans la vie, le succès des poissons, je vais me permettre de citer le succès des poissons, pourquoi ce livre québécois écrit par quelqu'un qu'on n'avait jamais écrit a été traduit donc, dans beaucoup de langues. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était rendu à 28 ou 29 versions dans le monde. C'est que ça parle de choses simples. Ça parle de la quête du bonheur, et le bonheur, c'est l'amour, vouloir être soi, vouloir être accepté. C'est pas, le bonheur, c'est pas d'avoir un condo à Villemont-Royal, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est simplement une relation qu'on a avec soi, et tous les personnages de ce roman ont tous une quête de bonheur qui est relativement simple. La phrase que vous avez citée, en fait, est attribuée à Julie.
Oui. Julie, qui est, bon, je sais que c'est un peu un stéréotype québécois, mais à l'époque je l'ignorais, qui est la danseuse en Mal d'amour, mais qui pour moi était les apparences. C'est-à-dire, c'était pas l'histoire de la danseuse, c'était je fais tout pour être belle et après je me plains qu'on ne regarde que mon cul, mais au fond je montre pas ce que je devrais faire voir. Donc c'est finalement la rencontre de Boris, qui lui ne la regarde pas. Hein, elle est habituée à ce qu'on la regarde et lui, même s'il la voit nue dans la baignoire, ben, il la regarde pas, il fait pas attention. Donc évidemment, elle est un peu perdue parce que elle est habituée qu'à jouer de sa beauté, donc elle comprend pas que cet homme-là ne la regarde pas. Et en plus, il est loin d'être amoureux d'elle. Et donc, elle est dans cette quête d'amour pur qu'elle va. Ça se finit bien, rassurez-vous, il n'y a pas de mort dans le livre. Donc, elle va finir par le rencontrer. Mais c'est le. Vous savez, je vois souvent quand je rencontre des lecteurs, je leur demande toujours quel personnage t'as préféré. Et en fonction du personnage qu'ils vont me désigner, je sais exactement, en général, à peu près après quoi eux courent dans la vie. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes un profileur d'une certaine façon, parce que quand on lit Le froid modifie la trajectoire des poissons, c'est impossible de faire autrement que de s'identifier en fait à un personnage. Ben, je pense que oui, c'est assez présent. Je suis allé dans des conférences, des écoles, etc. Ouais. Lorsque je vois les enfants, les élèves, ils me posent des questions, mais souvent c'est autour d'un personnage. Oui. Bon, je vois où ils en sont. Alors, il y a les personnages faciles, c'est sûr que si c'est Michel et Simon, ce couple, enfin ces deux frères qui vont profiter du verglas pour faire leur coming out de quartier, c'est sûr que c'est plus facile à identifier, mais par exemple, eux ne portent pas que la thématique de l'homosexualité, eux, ils portent la thématique de l'acceptation et de l'auto-acceptation. Si tu veux qu'on t'accepte, commence par t'accepter toi. Donc c'est jamais très très compliqué ce que portent les personnages, mais c'est toujours des évidences de bien-être. C'est un peu comme si quelque part le message que vous envoyez au lecteur, c'est de dire vous êtes responsable de votre propre bonheur finalement. C'est un peu ça. Mais dans la vie, il n'y a pas que le bonheur non plus. C'est de bien regarder. C'est-à-dire que je pense qu'une des grandes causes du malheur, c'est que simplement on ne regarde pas où il faut regarder. C'est juste une mauvaise identification des choses. Et pour moi, le bonheur n'est qu'une ficelle qui se tend entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'on vit réellement. Donc, si là-dedans on se ment un peu, c'est évident qu'on ne sera pas heureux. Hein, c'est une capacité à se dire à soi les vraies choses. À soi-même, tout seul devant la glace. Je ne dis pas de l'écrire sur Facebook, je dis juste dans son intimité par rapport à soi, de se dire est-ce que je fais des choses bien là Et pas de garder un œil objectif sur soi finalement. De ne pas se mentir. Parce objectif, c'est compliqué ça. C'est simplement de tenter d'être dans une sorte de pureté par rapport à soi et ses envies. Et je pense que c'est à peu près... moi, si je suis pas bien, je vais vite le sentir. C'est vraiment quelque chose qui va... Ça me plaît pas, j'ai pas envie de le faire. Je vais pas me forcer beaucoup. Si je me force, je vais vite être malheureux de le faire. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la fuite? Non, je vais ailleurs. Je fuis pas, je vais ailleurs. Par exemple, j'écris, bon c'est clair, maintenant je suis un écrivain en retard. Si je te dis mais à quelques années près, c'est pas précis. Bon, c'est clair que je suis comme ça, parce que au fond, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai envie d'écrire. Il fallait que je sache que j'allais écrire. Et pourtant, c'est pas payant d'être en retard. Hein. C'est vraiment pas payant, et je suis écrivain, quoi, donc il ne faut pas rêver. Hein. Donc c'est sûr que... Mais le bonheur, pour moi, c'est de me lever, d'avoir envie d'écrire ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui. Donc si j'ai pas envie d'écrire, je ne vais pas écrire beaucoup. Mais vous avez votre routine, vous avez un processus, vous avez une façon de faire. Vous disiez, des petites choses simples et tout, mais c'est quoi votre routine à vous? La routine en écriture? Oui, en écriture. Oui. Oh. Votre processus à vous, quel est-il? Le processus, en fait, moi, j'aime pas écrire. Ah bon, ça va bien. Donc, non, mais je trouve que l'acte d'écrire en soi... Non, mais tu es assis, tu es devant un ordinateur, tu alignes les mots, des fois tu as une faute qui se place. Écrire en soi, je trouve pas ça plaisant. Ce qui est intéressant, c'est de penser à ce qu'on va écrire. C'est ça qui est intéressant, d'avoir un début, un milieu, une fin, un propos, est-ce que je tiens un sujet, ça c'est plaisant. Mais ça peut se faire n'importe où. Moi j'ai 2 chiennes, quand je promène mes chiennes, souvent je me dis, ah tiens, c'est ça que je vais faire. Oui, entre autres Molly, qui est absolument... Il y a des fans de Lily aussi. Hein, oui, d'accord. Ne vous emballez pas à n'en désigner qu'une. Mais voilà, donc en fait,
Mais l'acte d'écrire, fondamentalement, s'asseoir et dire je vais écrire, c'est pas facile. Okay. Donc, ça vous demande une réflexion, Oui, un espace bien à vous, un rituel. Ouais, mais en ce moment, je suis pas dans ma période la plus réussie donc, pour écrire, donc je ne veux pas donner trop de conseils, mais c'est clair que ça prend un espace où on n'est pas agressé, où on est bien, ou alors au contraire, si on est agressé, on va se protéger du monde, de l'environnement, donc on va se concentrer. Le problème, c'est que c'est dur d'écrire quand les gens vous attendent et pensent que ce que vous allez faire va être bon. En fait, c'est ça qui est difficile. C'est quand c'est ton premier roman, personne t'a lu, donc de toute façon, tu sais, c'est contre toi, tu vas essayer de plaire à tes amis, t'imagines pas ce qui va se passer. Hein, parce que maintenant t'écris, on te dit ça va être bon, t'inquiète pas, je suis pas inquiet, etc. Donc évidemment, ils t'inquiètent comme c'est pas permis. Le deuxième a été plus difficile dans ce sens-là. C'était épouvantable. Ah oui? Oui, le deuxième a été... parce que moi j'ai d'abord voulu profiter du premier, tu sais, on m'invitait partout, j'ai voyagé quand même dans beaucoup de pays, t'es reçu, ils sont contents de te voir, tu viens de loin, tu vas leur raconter des histoires exotiques de verglas. En plus, j'ai aussi beaucoup raconté l'histoire du Québec. C'est intéressant, c'est comme j'avais fait le spectacle multimédia avec Moment Factory au musée Pointe-à-Calière. J'ai donc de fait dû apprendre l'histoire du Québec et de Montréal, mais si tu as l'histoire de Montréal, tu as celle du Québec et vice-versa. Ce qui fait que toutes mes conférences à l'étranger, je les commence toujours par, dépendamment du pays où je suis, là, par un tableau où je dessine l'Amérique du Nord. Ah oui. Je situe le Québec, et puis de façon assez rapide, j'en raconte l'histoire. Donc, je crois que j'ai perdu la question. Mais en fait, le deuxième roman a été plus difficile à prendre. Oui, donc en fait, c'est ça. Donc, pardon. C'est qu'évidemment, j'ai été invité partout, c'est super agréable. Et le deuxième, il y a la peur du deuxième, parce que ça ne peut pas être aussi bien que le premier, normalement, dans la plupart des cas. Mais j'ai eu la chance que ça m'arrive pour le premier. Donc, de toute façon, je suis comme plus vraiment affecté par ça. Puis le deuxième, il a été traduit en France, en Allemagne, il va sortir en poche, il va sortir en France Loisirs. Il a une carrière qui est très appréciable. Mais c'est sûr que par rapport à la douzaine de pays du premier, c'est moins, mais c'est pas fini. Et puis je l'ai eu, quoi. Je veux dire, donc c'est ça aussi qui est démotivant. Est-ce que ça vaut le coup de réécrire encore? Question que je me pose souvent. En même temps, vous avez, pour votre premier livre, vous avez été le grand gagnant de chez Archambault pour le prix de la relève. C'est quand même pas rien. Ah, mais rien n'est rien. Je veux dire, tout est rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout ça, tu l'as eu. Donc la question que tu te poses, c'est est-ce que ça vaut le coup que je cours après pour avoir la même chose? Vous n'aimez pas la routine, vous. Vous n'aimez pas le quotidien, refaire toujours les mêmes choses. Mon agent était persuadé que je réécrirais plus de livres. Ah oui? Ah oui, mais quand j'ai écrit le second, il n'en revenait pas parce que pour lui, dans sa tête, c'était clair, j'allais plus en réécrire. Mais là, je vais vous prendre un petit peu au piège, je vais me permettre ça, parce que oui, vous avez écrit un autre livre, on va y revenir. Mais vous vous êtes commis également, vous vous êtes commis dans un livre avec un chef cuisinier. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Des mets et des mots là, avec Apollon. En fait, c'est une rencontre chez mon agent. On a le même agent et on a discuté. De là est venue l'idée de faire ce livre des mets et des mots. Et ça a été une belle aventure parce que je dis toujours qu'un cuisinier de ce niveau-là, c'est insensé de le voir cuisiner. Je veux dire, je suis déjà allé chez lui. Finalement, on est 5, il sort un poulet, il met du bois dans un vieux, parce qu'il n'a pas un barbecue comme on a, il a vraiment le vieux truc rouillé qui fait fumer. Puis il te fait un poulet fumé comme nous, on tire la floche des toilettes, il remet des herbes dedans, c'est délicieux. Ces gens-là évoluent à un niveau, c'est fascinant le niveau auquel c'est vraiment très très pensé, songé, c'est pas des amateurs du tout, quoi. Mais pourquoi vous êtes intéressé à ce projet-là? C'était drôle. Votre agent et tout ça, mais... C'était drôle. C'était un projet drôle. Comme là, j'en fais un autre drôle, je dirais amusant, qui me plaît. J'en fais un autre autour de mes chiens bientôt. Oui. Donc ça m'amuse de parler de mes chiennes qui sont autour de moi. Ça, c'est amusant.
Oui, mais je veux revenir quand même à ce livre-là, à ce que vous vous êtes commis là-dedans, parce qu'on dit quelque part, d'aimer des mots avec le chef Giovanni Apollo, puis il a dû se plier, en fait, le chef a dû se plier à la danse littéraire que lui a imposé l'auteur Pierre Chaloski. Qu'est-ce qu'on veut dire? Vous imposez des choses, vous? Oh, oui. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on a... on puisse faire une recette, mais que ce ne soient pas des recettes lambda, toujours les mêmes. Donc, par exemple, comme il y a des travaux, une maison en travaux, on a photographié le poulet sur une porte d'étagère, les desserts sont sur des spatules. On a complètement... on a fait des plats relativement osés sur de la glace, sur des surfaces glacées, c'est pas des prosciutto, des carpaccio, sur de la glace, vu que c'est une piste de hockey en fait. Piste de hockey. Donc, en fait, dans cette idée-là, quelque part, vous êtes un homme, vous nous apparaissez en fait comme étant un homme très ludique. Vous avez besoin de vous amuser un peu comme un gamin, puis bon, pas de routine, on s'amuse, c'est le plaisir, le bonheur. Parlant de hockey, alors, La lumière au bout du tunnel, justement, le deuxième livre qui a été publié en 2012, Mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul, qui est un magnifique roman. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça, vraiment, ça a été vraiment formidable. Beaucoup autour de la paternité et tout ça, mais dans un ton très ludique. Comment ça, vous nous en parlez un petit peu? En fait, tout est venu d'une situation que j'aimais beaucoup, une expression qui m'a tout de suite interpellé quand je suis venu au Québec, c'est échanger contre des considérations futures. C'est quelque chose je trouvais ça vraiment intéressant, et il y avait aussi le fait que un joueur de hockey, du jour au lendemain, il peut être en train de mettre la table, il enlève son pantalon pour aller à la toilette, le téléphone sonne, go, tu pars à Phoenix, tu n'es plus là. Donc il y avait cette situation qui me plaisait, et là-dessus un ami m'a raconté les frasques des années 80 de Svoboda, Corson et Chelios, qui ont mis à feu et à joie et à alcool la ville. Et j'aimais bien ce genre de personnage à qui on permettait tout, parce que c'était quand même des joueurs du Canadien. Donc dans l'ordre ici, c'était Dieu et joueurs du Canadien. Et puis après, tu as directeur, président, tous les grades. Et donc c'était ça, cette idée de cet homme, ce joueur qui revient à 35 ans en fin de carrière et qui va se demander qui est célibataire, qui collectionne les divorces, les pensions alimentaires, et qui dans cet hôtel, la nuit de Noël, va se demander s'il n'est pas finalement père, déjà. La paternité, ça vous concernait, ça vous touche particulièrement? En fait, on en revient à ce qu'on écrit sans conscience. C'est certain que je vais toujours m'attacher à des histoires de famille. Ça va rester l'enfance, c'est pas voulu, mais ça revient toujours à ça. Là, j'ai écrit un roman pour VLB, un collectif qui suivra l'Orphéon. Là encore, on revient à cet homme qui veut être un père. Voilà, c'est l'homme qui va être un père ou le fils, d'une certaine façon, qui a connu ses histoires à lui, ses histoires de famille, qui cherche à s'identifier d'une certaine façon, non? C'est un peu profond comme analyse. Ça, je ne peux pas vous le dire de façon formelle. C'est simplement que c'est toujours dans un questionnement sur cette relation. Mes mères sont toujours silencieuses. Alors que ma mère était verbomotrice. Mais quand je dessine une famille, dans Ma fille, mon ange aussi, c'était pareil. Le père est un peu verbomoteur, la mère, elle dit rien. Mais la mère, c'est tout. C'est-à-dire que c'est toujours le même pattern, c'est le père qui fait des gestes un peu partout, mais la mère, elle tient le fort, elle dit rien, mais c'est elle qui tient tout. C'est comme ça que... Dans votre rôle de père, est-ce que ça a une influence dans votre écriture, le fait d'être père? Oui. Vous me dites, vous avez 2 garçons. La première influence, c'est que pour des ados, ils ont l'impression que tu fais rien. Avant, quand j'étais vice-président d'Ubisoft, c'était hot. Je revenais, j'avais les dernières consoles 6 mois avant tout le monde, j'avais tous les jeux de la Terre, donc le sous-sol était une salle des fêtes permanente. Et quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui est toujours à l'ordi. Donc rapidement, pour les gens, c'est quelqu'un qui fait rien. Donc là, les fils, quand ils ont commencé à voir les livres partout, là, ça a pris un peu ça s'est concrétisé, mais c'est sûr que c'est pas un métier qui est très valorisant face aux enfants.
C'est pas très glamour pour eux. Non. Non, voilà. Et je veux revenir à ça parce que tantôt, on a touché un mot. Vous avez quand même un souci de pédagogie. J'étais pas dire oui de pédagogie. Vous avez été d'ailleurs parrain de certains événements, entre autres d'un événement dans la région de Sherbrooke où vous avez soutenu en fait un concours du nouvel auteur, Lettre à un jeune écrivain. Je vais mettre ça sur Facebook là, ce soir ou dans Mot à mot. Où, en fait, vous vous adressez aux nouveaux écrivains, aux jeunes écrivains. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous auriez à dire aux nouveaux écrivains, aux jeunes? Ce que j'aurais à dire, c'est l'avantage d'écrire, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de grand-chose. Hein. Je veux dire, je pense que tout le monde, à peu près, aujourd'hui, possède ou a accès à un ordinateur. Donc, c'est vraiment de le faire, de l'essayer, de se lancer, etc., de faire les choses étape après étape. Et de se dire, je ne connais pas d'éditeur, si tu n'as pas de texte, ça ne sert à rien. Quand on commence un texte, pensez tout de suite au chapitre de fin. Ouais. Moi, je lis tellement de textes où il n'y a juste pas la fin, où il y a pas, ça vient pas. Donc, je dirais presque, premier chapitre, la fin, puis après, vous finirez par écrire le milieu. De faire les choses étape par étape, et puis toujours d'y croire, quoi. Je veux dire, on en revient, si toi, tu n'y crois pas, personne n'y croira. Alors, qu'est-ce qui vous stimule, vous? Qu'est-ce qui vous excite ou vous stimule comme dans les auteurs, dans les nouveaux auteurs, dans ceux qui sont là présentement? Qu'est-ce que vous lisez, là? Moi, mon père était compositeur de musique. Quand on allait à Pleyel voir un concert, on arrivait en retard. Oui. Quand il était joué, il ouvrait le journal si c'était pas lui. Il était joué, il pliait le journal. Il était exécuté, on repartait. Donc, je suis pas quelqu'un qui lit énormément mes confrères. Je les ai aux toilettes, j'ai une bibliothèque de toilettes dans laquelle je les feuillette, je prends des petits morceaux, leur style, ce qu'ils font. Oui. Mais je suis pas déjà quelqu'un qui lit tant que ça. Je suis un écrivain fondamental. J'ai pas besoin de références, d'avoir 1000 références pour faire les choses. Et quand j'écris, je suis pas capable de lire parce que je suis complètement pris dans mon affaire. Donc, je suis pas un confrère très... Mais par contre, je suis très gentil parce que moi, on me dit je t'ai pas lu, j'en veux pas. Je suis très gentil pour ça. J'ai pas de. Au début, tu l'as, le premier mois de ton roman, tu veux que tout le monde l'ait lu demain. Ouais. Puis après, tu comprends que ça arrivera pas. Donc, je suis assez très clément pour ceux qui m'ont pas lu. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors, cette année 2014 est très chargée parce que en fait, j'ai deux collectifs de nouvelles, un avec Québec Amérique au mois d'avril, un autre avec les éditions de la Bagnole. C'est un très très bon éditeur. Pour la jeunesse au mois de septembre, un roman, le collectif avec l'Orphéon en septembre également, et un autre livre sur mes chiennes en novembre. Donc c'est une année qui sera assez chargée. Alors avoir attendu de 2007 à 2012 pour produire votre deuxième livre, et puis que là tout d'un coup il y en aura 4, c'est ça qu'on... Oui, j'avais, en fait, je ferais une autre émission, mais je voulais avoir une présence plus forte au Québec et donc de participer, m'identifier plus comme un écrivain québécois. Voilà. Comme un écrivain québécois. Alors, ça voudra dire que vous allez revenir à notre temps, bien sûr. Oui, effectivement. Alors, juste peut-être souligner que Pierre Chaloski, vous allez retrouver toutes ces références sur le site de Mot à mot. Alors, voilà. Merci. Au revoir. Mon Dieu, ça a été très rapide, hein?